Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Baie-Saint-Paul. Je vais sans plus tarder demander à M. Émilien Bouchard, greffier à la Ville, de nous faire la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le mardi 9 octobre à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir, en ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, C, lecture au dépôt des minutes, adoption des procès-verbaux des séances suivantes, séance ordinaire 11 juin, extraordinaire 18 juin, séance extraordinaire 9 juillet, ordinaire 9 juillet, séance ordinaire du 13 août et la séance extraordinaire du 13 août. En dérèglement, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure numéro D 2018-14 pour le 750 boulevard Monseigneur de Laval, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 3, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2018-15 pour le 5 rue Bellevue, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 5, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2018-16 pour le 25 à 33 rue Saint-Jean-Baptiste, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 7, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2018-17 pour le 58 Cap-au-Corbeau Nord, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 9, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2018-18 pour le 1 rue du Parc, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 11, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2018-19 pour le 346 chemin du Cap-au-Ray, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 13, adoption du règlement R 709-2018 visant à modifier le règlement numéro R 558-2012 relatif à la création d'un programme de revitalisation du périmètre urbain dans le but d'augmenter le revenu familial admissible et permettre le crédit de taxes lié à la réalisation de travaux de rénovation. En 14, avis de motion et présentation d'un règlement qui portera le numéro R 710-2018, modifiant le règlement R 698-2017 intitulé « Programme de rénovation des bâtiments résidentiels » dans le but d'encourager l'amélioration énergétique, la sécurité et la salubrité, ainsi que la rénovation patrimoniale dans le cadre du programme Rénovation Québec, afin d'en modifier certains articles. 15, avis de motion et présentation d'un règlement qui portera le numéro R 707-2018 et portant sur les compteurs d'eau. Résolution, administration et législation. 1, dépôt d'une déclaration des intérêts pécuniaires modifiés. En 2, commissaire au développement économique embauche. En 3, conseil d'administration du centre de gestion du complexe PFM, nomination des représentants de la ville. En 4, office municipal d'habitation, nomination des représentants. En 5, acquisition de la rue Breton, autorisation de signature. En 6, acquisition de rues privées et régularisation de situation, décret pour honoraires professionnels. En 7, assurance formateur. Dans voirie, hygiène du milieu, en 8, projet de la biomasse mandat. En 9, demande de subvention, programme municipalité pour l'innovation climatique. En F, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. Un fonds régional en infrastructure de loisirs, souper bénéfice le 8 novembre, achat de 2 billets. En 2, la kermesse 2018, commandite 100 $. En 3, ambulance Saint-Jean, ralentissement de la circulation 26 octobre. En 4, opération Nez Rouge, ralentissement de la circulation 29 novembre. En 5, musée d'art contemporain, cocktail de financement 1er novembre. Suivi en G de la correspondance, en H, lecture des comptes de 25 000 et plus
et adoption des comptes du mois de septembre 2018, suivi de la période d'intervention des membres du Conseil, des questions du public et encore levée ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais le proposer. Oui. Donc, M. Goudreau, secondé, M. Fizette. Maintenant, l'adoption donc des procès-verbaux. On va y aller tout de suite avec le procès-verbal. Attendez un petit peu, j'y arrive. Donc, le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2018. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je le proposerai. M. Boily? Je vais le seconder. Appuyé de M. Goudreau. Ça va pour tout le monde là-dessus? Maintenant, la séance extraordinaire du 18 juin 2018. Je le propose. M. Goudreau, appuyé de M. Fizette. La séance extraordinaire du 9 juillet 2018. Oui, M. Fizette, appuyé de M. Boily. La séance ordinaire du 9 juillet 2018. M. Duchesne, Je vais le seconder. appuyé de M. Goudreau. Maintenant, la séance ordinaire du 13 août 2018. Je vais le proposer. M. Goudreau, appuyé de M. Pilote. Et la séance extraordinaire du 13 août 2018. Je vais le proposer. M. Boily, appuyé. M. Fizette, simplement rappeler que les gens en ont eu des copies et ont pu les lire. Il y avait, et ont pu faire valoir des fois là, les petites corrections, mais dans l'ensemble, c'était conforme. Donc, maintenant, point D, règlement, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2018-14 pour le 750 Monseigneur de Laval. Donc, je vais y aller sur la nature de la dérogation. Donc, la demande, c'est la nature de la dérogation, c'est d'autoriser l'implantation d'un stationnement qui ne contient pas la quantité minimale d'îlots de verdure prévue au règlement. Donc, on parle ici du projet La Pigneron qui comportera 44 condos. Normalement, le stationnement projeté comportera 78 cases de stationnement. L'aménagement du stationnement comporte des accès aux piétons faits en pavé alvéolé, donc pavé drainant. Le terrain où est implanté le projet est déjà en grande partie boisé, excusez-moi. Exiger des îlots de verdure aura pour effet d'augmenter la superficie du stationnement et ainsi l'abattage d'arbres dans les zones boisées. L'extrémité des cases de stationnement sera conservée en boisé ou sera aménagée grâce à la plantation d'arbres. Donc, suite à tout ça, la recommandation du CCU, c'est d'autoriser l'implantation d'un stationnement qui ne contient pas la quantité minimale d'îlots de verdure prévue au règlement. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont ici avec cette demande-là, qui auraient des questions, des commentaires? Sinon, je vais éclore la période de consultation publique et demander sur, je rappelle, la nature de la demande, c'est d'autoriser l'implantation d'un stationnement qui ne contient pas la quantité minimale d'îlots de verdure prévue au règlement. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour accepter la dérogation? Je vais le seconder. Proposé, M. Duchesne, appuyé de M. Goudreau. Monsieur le maire, oui, Mme Lamy, allez-y. C'est un peu à mon corps défendant que je vote pour cette proposition. Parce qu'on n'a pas pu aller plus loin avec le promoteur. Il s'engage cependant par mesure de compensatoire à planter des arbres qui vont projeter de l'ombrage sur les stationnements, de sorte que ça va réduire les îlots de chaleur, parce qu'une des raisons aussi, c'était les îlots de chaleur. 78 cases de stationnement, c'est pas n'importe quoi. C'est beaucoup. Et donc, c'est ça l'idée. Ça fait que je l'ai soulevé. Il y a un effort, on a fait des efforts, le promoteur aussi, pour essayer d'améliorer cette situation-là qui, je veux dire, cadre pas bien avec le développement durable.
Ça va, merci, Madame Lamy. Donc, je comprends que c'est à l'unanimité, là, que c'est accepté malgré tout. Donc, voilà, maintenant, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure D 2018-15. Donc, c'est pour le 5 rue Bellevue. D 2017-15, c'est ça, 5 rue Bellevue. Donc, la nature de la dérogation est celle-ci. Autoriser l'implantation, c'est pour de l'habitation multifamiliale. C'est d'autoriser l'implantation d'un stationnement situé à 1 mètre de la façade principale du bâtiment alors qu'il ne doit pas être situé à moins de 3 mètres d'une fenêtre d'une pièce habitable lorsque l'allège de cette fenêtre est à 1,5 mètre ou moins du niveau du sol. Et le deuxième volet, c'est d'autoriser l'implantation d'une aire de stationnement qui empiète de 5,20 mètres sur la façade du bâtiment alors qu'une aire de stationnement hors rue ne doit pas être située devant la façade principale du bâtiment. Les deux édifices à logement abritent chacun 6 appartements. Le nombre total de cases de stationnement pour l'ensemble est de 22. L'aménagement du stationnement en façade a été fait. Il y a déjà un aménagement qui a été fait sans permis. Le stationnement peut créer une sorte de nuisance pour les locataires du logement, du sous-sol, puisque les phares des véhicules stationnés arrivent directement dans les fenêtres. Le terrain des deux édifices à logement comporte très peu d'aménagements paysagers et d'arbres. Durant l'hiver, il peut y avoir des problématiques de déneigement des stationnements, puisqu'il n'y a, c'est ça, aucun endroit sur le terrain où entreposer la neige. Le nombre, dans notre règlement, on indique que le règlement de zonage indique que le nombre minimal de cases de stationnement pour un édifice à logement de plus de 5 appartements est de 0,75 cases par logement. On dit ici que le propriétaire aurait pu vérifier son nombre de cases de stationnement avant d'ériger les deux édifices à logement. Et sur cette chose-là, donc, là, je vous donne les commentaires du service d'urbanisme et du CCU qui a décidé qui nous recommande de refuser la dérogation mineure. Mais, je suis en consultation publique. Est-ce qu'il y en a qui sont ici en lien avec cette demande-là, puis qui auraient des commentaires ou des questions ou des commentaires? Sinon, je vais éclore la période de consultation publique et demander au Conseil s'il est prêt à faire une résolution en lien avec la demande de dérogation qui est celle que j'ai lue tout à l'heure en lien avec l'implantation de stationnement en façade principale du bâtiment. Moi, M. Fortin, je vais proposer d'accepter la demande telle que demandée par le demandeur. Et si j'ai un proposeur, je l'expliquerai pourquoi. S'il y a un secondeur. J'ai un secondeur, oui. OK. Secondé, M. Fizette. Donc, allez, M. Duchesne, pour votre explication. Donc, et d'un, le permis de construction a été émis pour ces deux bâtiments en bonne et due forme par la Ville de Baie-Saint-Paul. On sait très bien qu'un stationnement par logement, c'est insuffisant parce que toutes les familles, presque, à Baie-Saint-Paul, ont 2 voitures. Donc, de prévoir que le propriétaire devait savoir combien de locataires auraient 1 ou 2 voitures, pour moi, c'est un peu impensable. On va le permettre parce que si les stationnements ne sont pas permis, ce sera dans la rue où ils stationneront ou encore sur la surface gazonnée. On le sait très bien, on ne va pas contre l'encontre de la décision du CCU, mais on y va pour un compromis le plus acceptable possible pour faire en sorte qu'on minimise la situation présente. Donc, pour ces raisons, oui, on va permettre le stationnement, pour ma part, aménagé, et on va demander aussi un petit plan d'aménagement paysager pour l'ensemble de l'œuvre existante. Donc, c'était l'orientation de ce matin. Pour ces questions-là, je demande aux gens s'ils sont d'accord avec ma proposition. Est-ce qu'il y a une demande de vote là-dessus? Moi, je vais demander le vote, M. le maire. Madame Lamy, donc, vous voulez... oui, bien, moi, je suis en accord ici avec la proposition que faisait le CCU. Puis vous avez dit, M. Duchesne, hein, qu'il ne pouvait pas prévoir. Bien, c'est drôle parce qu'on vient juste de voter là, le cas d'un promoteur qui, justement, prévoit 2 cases de stationnement
pour chacun de ces locataires. Alors, je comprends mal qu'on puisse dire maintenant que l'entrepreneur de ces 2 logements ne pouvait pas prévoir l'espace, il pouvait le prévoir puisqu'il savait le nombre de logements qu'il allait louer. Ça, c'est une considération à part, là. Mais moi, je pense que c'est pas acceptable pour les raisons qui ont été mentionnées dans les considérants. Merci, Mme Lamy. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? M. Goudreau? Oui, j'en ai un commentaire. Suite à au point que Mme Lamy vient de mentionner, et Gaston, si on est capable, si dans un projet on est capable de le prévoir, puis dans le deuxième on ne l'avait pas prévu, nous, comme administrateurs publics, ce serait peut-être à nous de le prévoir maintenant, de dire, quand on voudra émettre un permis, on s'assurera qu'il y aura 2 cases de stationnement par unité de logement qu'ils veulent construire. Puis s'ils sont capables de le démontrer avant l'émission d'un permis, ce sera une raison pour ne pas émettre le permis. Je pense que là-dessus, c'est au conseil aussi à prendre ses responsabilités. Monsieur Pilote. Oui, moi, je me range dans l'optique de M. Duchesne, parce que je me dis qu'avec la saison hivernale qui s'en vient, si les gens n'ont pas les stationnements, puis c'est beaucoup aussi des jeunes familles, fait que tant qu'à se parquer dans la rue puis à restreindre le déneigement, c'est tout au mieux d'avoir 2 stationnements par logement. Oui. Oui, M. Fizette. Oui, je veux faire part de mon acceptabilité en rapport avec ce que j'entends de M. Duchesne, de M. Pilote et de M. Goudreau. C'est sûr que M. Goudreau, vous parlez de faire en sorte que désormais le Conseil devrait, lorsqu'il accorde un permis initial, de s'assurer que pour la phase suivante, notamment pour les stationnements, qu'on puisse s'en assurer de ces espaces-là. Ça m'apparaît tout à fait intéressant et logique de le faire, bien qu'on a déjà, on s'est déjà dit que une phase 1 ne doit pas nécessairement inclure une phase 2. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, je suis tout à fait en accord avec vous, M. Goudreau, pour ça. Maintenant, c'est pas inutile aussi de penser aux propos de Mme Lamy qui doit nous conduire, évidemment, à éviter ce genre de situation-là, sauf que là, bien, on est engagé dans une espèce de processus de construction, puis évidemment, bien, sont tous là. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est sûr qu'il faut penser à l'encadrement que ça pourrait causer sur les parterres et puis aussi sur la route. Et puis, évidemment, le stationnement sur le gazon, on ne pourrait pas leur défendre de le faire, hein, ils sont chez eux. Alors donc, conséquemment, je pense qu'on est mieux d'avoir quelque chose de propre, qui fait du sens, et voilà pourquoi moi je vote pour. Donc, voilà, on peut quand même dire que ce dossier-là est un peu malheureux, parce que, c'est vrai, et moi je suis un peu ambivalent, mais je partage un peu, tu sais, on a les 2 tendances au Conseil, mais qui démontrent bien. On est face à un projet où tous les logements sont loués. On connaît l'historique de ce dossier-là. Hein, à l'époque, hein, ça avait été fait pour un autre propriétaire qui prévoyait autre chose. Ils ont vendu les terrains et finalement, c'est venu répondre à la demande de logement intéressant à Baie-Saint-Paul. On ne se le cachera pas, mais en même temps, quand on regarde la configuration des stationnements en avant de ça, c'est vraiment pas l'idéal, mais j'admets effectivement que là, on approche. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas beaucoup de solutions de rechange. Donc, écoutez, j'ai mais faudrait essayer de ne pas trop se ramasser dans des dossiers comme ceux-là. Mais, écoutez, ça arrive des fois qu'à travers toutes sortes de méandres, là, on ne peut pas toutes toutes les envisager comme on voudrait à chaque fois. Donc, j'ai une proposition pour accepter la dérogation mineure, donc qui permettrait l'implantation de stationnement en façade. Donc, Une demande de vote, M. le maire? oui, je vais y arriver. J'ai une proposition pour accepter la dérogation. Quels sont ceux qui sont favorables? Ceux qui sont contre? Ça va? Donc, c'est... Moi, à dire franchement, par rapport à cette dimension-là, là,
je suis quasiment sidéré de cette situation-là, qui reste vraiment... je suis pour, puis je suis contre. Donc, je suis vraiment ambivalent. Mais, M. Boily, vous ne pouvez pas vous abstenir. OK, c'est bon. Je mets ma dissidence. OK, vous êtes contre. OK. Contre la dérogation mineure. Vous êtes contre la dérogation. Bon, OK. C'est ça. C'est non. 2. Donc, c'est adopté majoritairement, de toute façon. Mais je rappelle là, qu'un conseil municipal ne peut pas s'abstenir. Mais vous pouvez payer l'amende, c'est 20 pièces. Donc, je vais le mettre sur la facture. Non, mais c'est... là, je sais que j'ai l'air de faire une boutade, mais dans la règle, c'est un conseil municipal il peut le faire, mais il doit payer une amende parce qu'il s'est abstenu. En tout cas, c'est comme ça. Au conseil. Payable au conseil? Oui. Au greffier? OK. Donc, maintenant, adoption, donc on est maintenant à la consultation publique, la demande de dérogation mineure D, D 2018-16, c'est pour le 29 et 35 rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, pour le terrain 1, donc on a ici, vous voyez, les deux bâtiments. Le terrain 1, c'est d'autoriser une marge de recul avant pour un bâtiment principal existant de 0,18 m alors que le minimum prescrit est de 1 m. Et le terrain 2, c'est d'autoriser une superficie de terrain de 361,80 m alors que le minimum prescrit est de 390 m². On est deux édifices ici qui sont adjacents à Maison Otis, là, hein, et qui sont en... Vous voyez là, l'espace, les marges de recul, et on est sur rue Saint-Jean-Baptiste, c'est vraiment particulier. Mais comme on est dans une transaction, ben, il faut régulariser des situations. Souvent, les dérogations mineures permettent justement de régulariser des situations comme celle-là. Donc, voilà. Est-ce qu'il y en a qui sont ici en lien avec cette demande-là? Sinon, je vais clore la période de consultation publique et dire, que le CCU recommande d'autoriser ces deux dérogations, cette dérogation-là, mais en 2 volets. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je propose aussi. Madame Lamy, appuyée de M. Pilote. Ça va pour tout le monde? C'est unanime. OK. Maintenant, consultation publique concernant la dérogation mineure D 2018-17. Pour le 58 chemin Cap-au-Corbeau Nord. Donc, la nature de la dérogation ici, c'est d'autoriser une marge de recul avant pour un bâtiment principal de 3,28 m alors que le minimum prescrit est de 9 m. Le lot est enclavé. L'eau implanté en 1987 et a été créé en 1997. Et ici, le futur. Donc, on est encore avec une transaction ici. L'objectif, c'est de régulariser une situation non conforme sur ce terrain-là qui date en lien, entre autres, avec l'installation septique, le puits, etc. Étant donné toutes ces... en plus... encore là, un peu comme ce qu'on a vu tantôt, les possibilités de modifier les choses là, sont assez inexistantes. C'est pas évident. Il y a des talus, il y a toutes sortes de situations. Donc, et le fait d'accepter la dérogation ne vient pas à l'encontre de qui que ce soit, là. Donc, ça vient simplement régulariser une situation. Le CCU, là-dessus, recommande d'autoriser la dérogation. Est-ce qu'il y en a qui sont ici avec cette demande en lien? Ah oui. Ah. Bonsoir. Avez-vous quelque chose à ajouter? Auriez-vous quelque chose à ajouter? Okay. On a un micro. C'est mon micro, je pense qu'il est Vous ouvert. passez à la télé, c'est important, non? OK, non, allez-y. Allez-y. Non, nous autres, je suis un des propriétaires, je suis Bruno Tremblay. Oui. Après ça, le but, c'est de tout mettre conforme pour la demeure qui est là-bas. Oui. Que il y a des permis qui ont été émis déjà quand lui a construit, puis après ça qui a été modifié, puis il y a des choses. Fait que là, on a commencé à mettre en marche là, le processus. Ça veut dire pour le puits, les soumissions, l'endroit, le certificat pour implanter le champ d'épuration, puis tout est déjà fait. Là. OK. Il reste seulement qu'à vérifier là, pour la marge avant. Là. OK. Et par la suite, si tout est correct, on va continuer le processus pour demander le reste des permis pour
pour pouvoir mettre la fosse, puis après ça, le puits, puis... Donc, c'est l'objectif de la dérogation pour la marge avant. Puis la recommandation du CCU ici, c'est de l'autoriser. Puis on n'a pas d'autres commentaires. Donc, merci du commentaire. Et je vais prendre une proposition. Je proposerai. M. Boily, proposition d'accepter la dérogation telle que présentée, c'est ça? Oui. Bon, donc, ça va. Merci. Maintenant, consultation publique pour la dérogation mineure D 2018-18. Donc, qui est pour le 1 rue du Parc. La nature de la dérogation, c'est l'autoriser l'implantation d'un spa en cours avant, alors que c'est interdit dans les cours avant, les spas. Donc, le spa a été implanté sans permis. Ce qu'on dit ici, là, je lis des commentaires du service d'urbanisme. Le spa peut être facilement, puis en lien avec le CCU, peut être facilement déplaçable afin de l'implanter ailleurs que la cour avant. Il serait possible de le déplacer en cour latérale. Donc, tout ceci étant dit, la recommandation du CCU, c'est de ne pas accepter la dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici en lien avec cette demande-là? Sinon, je vais fermer la période de consultation publique et demander une proposition au Conseil sur la dérogation la demande de dérogation telle que présentée. C'est-à-dire d'autoriser un spa en zone avant alors que c'est interdit. Je le propose. Vous le proposez d'installer le spa en zone avant? Non, de ne pas le permettre. Vous proposez de refuser cette demande-là. Oui, Mme Lemay, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Boily. Ça va là-dessus. Je n'ai pas de demande de vote, donc la résolution est refusée. La dérogation est refusée à l'unanimité. Vous permettez, M. Fortin? Oui, allez-y. Je voudrais juste ajouter quelque chose là-dessus. Sur ce point-là, OK, oui, allez-y. Oui, allez-y. Parce que je me suis senti un peu tiraillé par tout ça, comme mes collègues le savent très bien lors de la séance d'études. Ce qui fait que j'ai voté en faveur de refuser cette demande de dérogation, c'est que tout s'est implanté sans demande de permis initialement, et de un, et de deux, le terrain est quand même suffisamment de grande superficie pour être capable d'imaginer cet emplacement-là ailleurs que là où il a été placé. Et ce, même s'il est un peu camouflé par le boisé, tant sur le côté que sur le devant. Alors, c'est pourquoi, là, je me suis rallié là, à cette position-là. Merci. Merci, M. Fizette. Donc, on passe maintenant à la prochaine dérogation, donc consultation publique. Oui? Ça va, messieurs? Ça va? Il me félicite. Ah, ben. Pour tourner les pages. Bravo, M. Bouchard. Xavier besoin de ça ce soir, hein? Xavier besoin de ça. C'est quasiment comme dans Bobino que tu es ici. Donc, vous allez conserver votre emploi, ça va bien. Petite augmentation avec ça, là. Les tâches connexes, c'est ça. Donc, la nature de la dérogation, donc on est maintenant sur la dérogation des 2018-19 pour le 346 chemin du Cap-Auret. Il y a deux terrains ici, on a des dérogations sur deux terrains. Terrain A, autorisé une superficie de terrain de 611,40 mètres carrés alors que le minimum prescrit est de 2000 mètres carrés. Autorisé également une largeur de terrain de 17,84 mètres alors que le minimum prescrit est de 25. Le terrain B, c'est d'autoriser une superficie de terrain de 494,20 mètres alors que le minimum est de 2000 et d'autoriser une largeur de 16,89 mètres alors que le minimum est de 25. L'eau n'est pas constructible. Un des terrains, c'est pour l'installation
septique de l'actuel propriétaire, donc le 346 chemin du Capouret. Donc, le propriétaire n'utilise plus le terrain à cause de la topographie. Donc, le propriétaire d'en face veut acquérir le terrain B afin de conserver un droit de vue. En fait, c'est une implantation ici, là, c'est des modifications dans ce secteur-là. Et c'est assurer des implantations, c'est pas évident dans le secteur Capouret, là, étant donné, on le voit, là, la topographie du secteur. Et les normes généralement acceptables sont rarement applicables dans ce secteur-là. Donc, c'est pas la première fois là, qu'on arrive avec ce type de demande-là. Donc, voilà, la recommandation du CCU, c'est d'autoriser d'autoriser ce qui est la demande, les dérogations dans ce secteur-là. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont ici qui auraient des commentaires, des questions? Sinon, je vais prendre une proposition en lien avec l'acceptation de la dérogation mineure. Je vais le proposer, M. Lebert. M. Goudreau. Appuyé de M. Fizette. Maintenant, adoption du règlement R709-2018 visant à modifier le règlement numéro R558-2012 relatif à la création d'un programme de revitalisation du périmètre urbain dans le but d'augmenter le revenu familial admissible et permettre le crédit de taxe lié à la réalisation de travaux en rénovation. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé à une séance précédente. On a un règlement, le R558, là, qui nous permettait là, de venir aider à l'implantation de nouvelles résidences pour des jeunes familles, des jeunes familles en lien avec un revenu particulier. Donc, on avait un programme particulier. On l'a dit, on vient modifier le règlement qui demeure. On ajoute, en fait, on fait passer le salaire, le revenu admissible à 125 000 $ et on vient ajouter la rénovation. En plus de la construction, on vient ajouter la rénovation pour des résidences là, qui ont plus de 20 ans, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, en gros, c'est l'esprit du règlement. Pour le reste, ça demeure à peu près les mêmes considérations que l'ancien règlement. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Proposer, M. Pilote, appuyé M. Goudreau. Ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y avait ajouté là-dessus? Non. Je pense non, c'est complet, M. C'est pas mal connu. On a discuté le matin. Non, ce qui est souhaitable, c'est que les gens se manifestent dans les meilleurs délais possibles. Oui. Donc, oui. À partir de l'adoption du règlement. Du règlement. Oui. Mais, M. le maire, une question à M. Bouchard. Oui. Pour ce règlement-là, y a-t-il un temps limite? Tu parles de faire le plus vite possible, mais y a-t-il un temps limite où ça commence maintenant, puis maintenant? Il n'y a pas de temps réglementaire réglé. Non. OK. Non, c'est le temps prévu au règlement. Là. Je pense que c'est 3 ans. Là. On a mis le programme en action pour 3 ans, je crois. C'est bien ça, M. Bouchard. Là? Alors, c'est ça. C'est bon. Non. Je suis dans ces eaux-là. Oui. Parfait. Oui. Donc, maintenant, on serait à l'avis de motion et présentation d'un règlement. Là, c'est en lien avec le PRQ, hein? Oui, c'est ça, M. Programme Rénovation Québec. Donc, qui était là pour l'année 2018, c'est ça? Oui. Et on vient le continuer pour l'année 2019. C'est ça. C'est ça? Oui. Donc, c'est des montants la Ville de Baie-Saint-Paul va mettre pour 2019 51 000 $ dans ce projet-là. Et la SHQ, Société d'habitation du Québec, met également 51 000 $. C'est donc un total de 102 000 $ qui va pour, en fait, des projets. On peut aller, je pense, jusqu'à 12 000 $, je pense. C'est ça? On a-tu un maximum pour ces projets? Oui, un maximum par projet. Là. Oui. 12 000. C'est 12 000 piastres, il me semble. Oui. Et donc,
sans excéder 66,6 %. Voilà. Et voilà, c'est ça sur la... Effectivement, en fait, c'est un tiers, avec un minimum hein, pour le propriétaire là, qui doit implanter. Et c'est dans des dossiers, on le sait, c'est en lien avec certains aménagements. Donc, ce qu'on vient faire ici, c'est pour 2019, assurer notre montant d'argent, là, 51 000 $. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. le maire, en ajoutant... C'est un avis de motion. Oui. C'est un avis de motion. C'est un avis de motion. Et présentation du règlement. C'est présent. Là, on l'a présenté, mais effectivement, il va y avoir l'adoption qui va suivre. Ouais, maintenant, donc, c'est à cause des nouvelles règles. Oui. On fait l'avis puis une présentation. Ouais, donc, là, il y a quelqu'un qui présente l'avis de motion. Oui, Madame Lamy. Puis j'ai la présentation du premier projet. C'est pas en même temps. Ça, je n'ai pas besoin de le proposer. Non. OK, je vais finir par m'ajuster à ces nouvelles règles. Monsieur le maire, hein, s'il vous plaît, précisons hein, que ce programme de rénovation est en but d'encourager l'amélioration éco-énergétique, la sécurité et la salubrité, ainsi que la rénovation patrimoniale, plus particulièrement. Oui, c'est comme ça qu'il se effectivement, décline. Et il y a différents volets, c'est ça. Il y a la question, les premiers jours, toute la question de la salubrité, la question de la sécurité, puis il y a l'autre volet patrimonial également. Donc, il y a deux possibilités dans ce règlement-là, donc pour certains bâtiments. Ça peut être intéressant, surtout côté patrimonial, où les gens, parfois, voulaient avoir certaines possibilités là, par rapport aux exigences qu'on peut avoir. Puis, Monsieur le maire, il faut signaler aussi aux gens, à tous les citoyens, que ce programme-là naît d'un besoin qui a été identifié à Baie-Saint-Paul il y a déjà quelques années pour certaines catégories de logements. Et il y a un effort à faire pour ces catégories de logements-là qu'on doit améliorer et offrir, que les citoyens puissent vivre dans de meilleures conditions. Alors, c'est un début, là. Oui. Et pour juste rappeler que pour le volet patrimonial, que ce soit une résidence construite avant 1955, hein, entre autres. Il y a toutes sortes de... Ça va? Donc, puis pour le volet, je pense, éco-énergétique, sécurité, salubrité, c'est être construit avant 1961. Voilà. Oui. Donc, voilà, puis évidemment, là aussi, on invite les gens là, à venir, à consulter les critères du programme, puis à rapidement là, pouvoir s'inscrire à un programme comme celui-là. Ça va? Donc, maintenant, on est maintenant au projet D15, donc qui est l'avis de motion et présentation du projet de règlement portant sur les compteurs d'eau, c'est ça? Oui. OK, voilà. Simplement vous dire ici que en 2016, on a adopté un plan directeur de l'eau potable à la ville de Baie-Saint-Paul. La stratégie québécoise d'économie d'eau potable exige l'utilisation de compteurs d'eau pour préparer un bilan de l'usage de l'eau potable complet et suffisamment précis, de même que pour établir une tarification adéquate des services d'eau. La stratégie prévoit donc l'installation progressive de compteurs d'eau dans le secteur non résidentiel. Et la Ville doit aussi établir la consommation résidentielle typique afin d'estimer avec plus de précision cette importante composante qui occupe la part majoritaire de la consommation d'eau potable. Ce qu'on vient faire, on a déjà parlé, on vient ici préciser que maintenant, on va implanter des compteurs d'eau partout au niveau commercial, dans tout ce qu'on appelle les ICI, institutions, commerce, industrie. C'est déjà commencé d'ailleurs, hein, je pense. Hein, on a déjà, je pense... Oui, il y a déjà un bon nombre d'installés. Donc, on vient de déterminer dans quelles conditions ça va se faire ici. Et également, on va le faire aussi pour certaines résidences. Là, ça vient déterminer aussi qu'on va en implanter dans certaines résidences. Je pense c'est combien de résidences, M. Bouchard? On visait une quarantaine. Oui, c'était une quarantaine. Maintenant, avec les nouvelles possibilités que nous offre le MAMO, on peut y aller avec des débitmètres. Ouais. Donc, en somme, dans les résidences, ça va être beaucoup moins. Il va en avoir au final une vingtaine. Une vingtaine. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on vient faire. Évidemment,
ce qu'on vient dire ici aussi, c'est que ces compteurs d'eau-là vont être indicatifs, vont être là pour nous indiquer, nous, quelle est la consommation et actuellement ne seront pas c'est ça, considérés d'un tarif pour l'instant. L'idée, c'est d'avoir une indication sur la consommation d'eau de certains types d'entreprises ou de commerces ou puis dans certains secteurs aussi. Ça peut nous aider là, à mieux assurer la gestion et l'économie de l'eau potable si on a à le faire. En gros, c'est ça. Oui. M. Bouchard, y avait-tu à ajouter? Bon, en fait, dire peut-être qu'il y a environ 180 compteurs qui vont être installés au niveau des ICI. Oui. Alors, ça va viser à peu près 220 immeubles, l'opération, pour l'instant. OK. Donc, est-ce qu'il y a une proposition, une présentation de l'avis de motion? Le présent. M. Duchesne? Monsieur Fortin? Oui, allez-y, M. Fizette. Je veux juste ajouter que ça peut faire peur, l'histoire des compteurs d'eau, pour entendre ce que je peux entendre là, hors coulisses. Mais je crois que c'est une action qui est quand même relativement importante. On sait qu'on a de plus en plus de préoccupations quant au changement climatique. Alors donc, évidemment, l'eau devient une source qui n'est pas intarissable, OK? Il faut quand même la protéger. Alors donc, ça permettrait, en allant chercher ces données-là, OK, de faire en sorte, pas juste à Baie-Saint-Paul, mais aussi au niveau de toute la province, aller chercher les consommations cibles, OK, par type de résidence, par type de commerce, par type d'industrie, pour être capable de gérer les consommations en conséquence. Je trouve ça intéressant pour ça. Ce qu'il faut rappeler aussi, là, c'est que c'est en lien avec la politique gouvernementale au niveau de l'eau potable, le plan, vous savez, les municipalités qui n'ont pas atteint certains objectifs, et on en est. Et c'est pas pour rien qu'on est avec ça. C'est pas nous qui avons décidé, on a négocié avec le ministère, mais reste que on n'a pas atteint les objectifs que le ministère nous demandait dans sa politique. Et c'est pour ça qu'on doit y aller avec des mesures pour nous aider à atteindre certains objectifs. C'est ça. On a comme une consommation moyenne supérieure à l'étalon que nous fixe le gouvernement. C'est ça. Et oui. Voilà. Et ça, c'est important de le rappeler, là. C'est pas... nous, effectivement, on a une politique au niveau de l'eau. Déjà, on avait amélioré notre situation, mais n'était pas amélioré encore, n'avait pas atteint les objectifs que la politique avait déterminés. Donc, c'est ce qui fait qu'on doit travailler dans ce sens-là. Voilà. Maintenant, on passe au point... on est maintenant au niveau des résolutions. Donc, maintenant, c'est le dépôt d'une déclaration des intérêts pécuniaires modifiés. C'est comme il y a... Vous savez, on doit chaque année, nous, les membres du Conseil, faire une déclaration d'intérêt. Et là, de la part d'un des membres du Conseil, M. Pilote, il y a un changement dans ses déclarations. Donc, ce qu'il a fait selon la règle, il a déposé le changement qu'il y a dans sa déclaration. Voilà. C'est beau? C'est un dépôt qui est officialisé ici, là. Maintenant, commissaire au développement économique. Donc, je vais laisser M. Bouchard, mais avant, juste introduire la chose. Vous savez, depuis un bon bout de temps. Maintenant, hein, on avait annoncé, nous, que la ville de Baie-Saint-Paul désirait se doter d'un commissaire ou d'une commissaire au développement économique. L'idée étant, entre autres, hein, déjà, on en avait parlé depuis quelques années, mais avec l'acquisition de Maison-Mère, je pense que là, c'est devenu encore plus... pour les membres du Conseil, c'était devenu une chose qui était encore plus importante. Évidemment, ce n'est pas que pour travailler à Maison-Mère, c'est pour travailler sur le développement global de la municipalité. Et donc, le Conseil a décidé de se doter et on a fait toute une suite d'entrevues qui nous amène à ce soir à la nomination d'une personne. Donc, M. Bouchard, je vais vous laisser aller là-dessus. Alors, la candidate retenue qui émane du processus, parce que comme vous le dites, le processus a comporté une étape de simulation. Il y a eu aussi des différents tests qui ont été passés. Puis, il y a eu une entrevue. Alors, parmi une dizaine de candidatures qui ont été évaluées, le Conseil va traduire sa confiance en la personne de Jenny Barrette,
qui va agir à compter du 22 octobre avec cette intention que nous avons de faire, de dynamiser en fait toute notre activité économique avec bien sûr toute la question de voir et de faire de la prospection pour aller chercher de nouvelles sources d'affaires. Hein. En fait, c'est ça l'idée, là, c'est qu'on puisse continuer à Baie-Saint-Paul de connaître notre essor, mais aussi de poursuivre notre développement. Alors, c'est l'idée. Cette ressource-là, bien sûr, va travailler avec les forces vives du milieu, va travailler, entre autres, dans le dossier de Maison-Mère pour nous aider à trouver de la nouvelle clientèle, que ce soit pour les locaux ou encore pour des nouvelles opportunités de projet. Alors, voilà. On va avoir beaucoup à travailler avec elle dans les prochaines semaines avec le conseil, la direction, les partenaires pour établir, je vous dirais, des priorités, hein, des cibles, voire aussi... un plan d'action. Oui, à quoi on s'adresse plus particulièrement. Alors, voilà, Monsieur le maire, cette ressource a de l'expérience dans le monde des affaires, dans le tourisme, dans le marketing, et nous pensons qu'avec son réseau et surtout ses aptitudes, elle va pouvoir nous faire cheminer un pas de plus là, dans une prospérité grandissante. Alors, puis, c'est important de dire qu'elle va travailler avec les ressources du milieu, les forces du milieu, autant à la ville qu'aussi, on le sait, il y a déjà des organisations, on le sait, il y a Ville Charlevoix, il y a le SDLE, aussi, hein. Elle va travailler avec les entrepreneurs également. Les partenaires. Et c'est l'objectif et les partenaires. Oui, voilà. Oui, M. Pilote. Si je peux juste ajouter, c'est sûr que le mandat de Mme Barrette ne soit pas de venir faire en sorte de dédoubler le travail qui est fait par Tourisme Charlevoix, par Vie Charlevoix, c'est vraiment de bonifier le tout et de faire en sorte qu'on réussisse à avancer à Baie-Saint-Paul. Oui, et l'idée qui nous poursuit tous, en fait, c'est de poser des gestes concrets, là, puis de faire du démarchage, donc, et de venir présenter Baie-Saint-Paul, ses attraits, puis tout le potentiel que ça a pour des nouveaux entrepreneurs ou des gens. Vous me permettez un ajout, monsieur? Monsieur Duchesne, après ça, M. Fizette. OK. Oui. Et il est important de mentionner que c'est un emploi contractuel, renouvelable, pour une période de 2 ans. Donc, pour nous, c'est important de le mentionner aux gens, là, comme de quoi la personne a un mandat très, très précis. Et elle sera, au niveau du conseil, un atout très important pour le développement de l'économie de Baie-Saint-Paul. Et je dis bien de Baie-Saint-Paul. Et en même temps, tout Charlevoix, ça va bien. Monsieur Fizette. Oui, d'ajouter que c'est intéressant d'entendre tous ces bonnes paroles parce on se rejoint bien là-dedans, tout le monde. C'est sûr que si vous vous rappelez, quand je me suis présenté, j'avais présenté aussi un programme politique à l'intérieur duquel je faisais part de la nécessité d'un portfolio pour la ville de Baie-Saint-Paul afin d'attirer de l'entreprise, afin d'attirer des industries, afin d'attirer des nouvelles familles. Évidemment, ça a fait sa route et aussi d'autres conseillers avaient également cette préoccupation-là. L'administration également avait cette préoccupation-là. Vous savez, souvent, les gens nous parlent de l'ampleur de la dette. Mais la dette, c'est pas compliqué. Hein? Ou ben non, on dépense moins, ou ben non, on va chercher plus d'argent, ou ben non, c'est les deux. Alors donc, c'est sûr qu'à mon avis, quelque part, la dette, il faut la rencontrer. Et elle a été importante, cette dette-là, parce qu'elle a permis le développement d'infrastructures qui nous permettent aujourd'hui, maintenant, d'accueillir des nouvelles personnes, des nouvelles entreprises, des nouvelles industries. Tout n'est pas fait, c'est sûr, parce qu'à un moment donné, quelque part, il faudra penser accueillir ce beau monde-là qu'on cherche à aller chercher. Alors donc, on faut penser en termes de vendre aussi la qualité de vie. Alors donc, il faut là aussi la protéger, cette qualité de vie-là. Il faut protéger notre environnement également. Les choses ne peuvent pas se faire n'importe comment. Et aussi, comme M. Bouchard mentionnait, les retombées économiques sont quand même non négligeables, OK? Tant pour l'installation d'entreprises pour faire travailler du monde, même si on parle de pénurie de main-d'œuvre, c'est pas tragique, ça. Il y a moyen d'en faire venir du monde pour travailler, là. Et puis, en fin de compte, puis c'est un effet positif également, comme je mentionnais, là, sur la rencontre qu'on a par rapport aux exigences de la dette. Merci. Monsieur Fizette, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, j'en ai un. Oui, M. Goudreau. En ajout au commentaire de mon collègue Gaston, c'est un employé, c'est une contractuelle sur 2 ans. Et puis, une des choses que le Conseil s'est assuré,
c'est que le rendement va être évalué selon des critères bien établis, sur des choses qui vont être mesurables et quantifiables. Et puis, on s'attend à des résultats, pas dans 2 ans, on s'attend à des résultats dans les prochains mois. C'est sûr que Paris ne s'est pas bâti d'une journée, mais on ne se cachera pas que la maison mère a un besoin. On a besoin d'aller vendre la maison mère à l'extérieur de Baie-Saint-Paul. Et puis, pour moi, c'est une des raisons qui m'a vraiment motivé. J'ai toujours cru au poste pour lequel on fait une approbation ce soir, mais on a d'autant plus un besoin urgent d'aller dire à l'extérieur de Baie-Saint-Paul qu'est-ce qu'on a à offrir, c'est quoi comme locaux, c'est quoi comme qualité de vie qu'on a à offrir. Et puis, on a une situation qui en a vraiment besoin. C'est pour ça que pour moi, on n'attendra pas 2 ans pour commencer à dire, bon, on va se donner une chance. Déjà, dès demain, ou dès le 22, pas demain, dès le 22, M. le maire, j'ai bien compris, qu'il va falloir déjà se mettre à la tâche de dire, là, on n'est pas en mode consultatif, on va se faire un plan de match, et puis on va le mettre à exécution. Ça va, donc, sur ce, là, la madame, elle va peut-être refuser de venir, là, comme c'est parti là. On y en met beaucoup, là. Mais c'est correct. OK, donc, est-ce que... y a-t-il une proposition, quelque part, pour engager Mme Barrette? Oui. Je vais le Monsieur seconder. Fizette, appuyez M. Goudreau. Ça va pour tout le monde? OK. Maintenant, conseil d'administration du centre de gestion PFM. Donc, vous savez, ben pour ceux qui ne le savent pas, je le répète, simplement dire que la Ville a mandaté une corporation qui s'est formée selon la loi des compagnies, donc une corporation sans but lucratif qui s'appelle le Centre de gestion PFM, et sur lequel il y a 3 représentants de la Ville comme telle, plus un représentant citoyen, donc qui est nommé par la Ville. Donc, comme ça fait presque 2 ans et qu'il y a eu une assemblée générale, nous, on a à entériner nos 4 représentants, encore une fois. Les noms qui ont été amenés ici, c'est moi, comme maire, M. Luc Goudreau, comme conseiller, M. Martin Bouchard, à la direction générale, et là, on a, auparavant, il y a Mme Julie Bouchard qui représentait la Ville là-dessus, qui a manifesté son désir là, de ne plus y participer parce qu'elle avait moins de temps. C'était pas toujours évident pour elle, donc elle doit quitter. Et ce soir, on irait avec la candidature de M. Anctil, Jean-Pierre Anctil. Donc, ce serait pour entériner ces 4 personnes-là là, qui viendraient siéger au conseil d'administration du centre de gestion Maison-Mère. Je propose, M. le maire. Madame Lamy, appuyé de M. Pilote. Si vous êtes d'accord dans la proposition, peut-être qu'on pourrait envoyer un remerciement à Mme Julie Bouchard oui, pour sa participation au CA là, oui, au cours des 2 dernières années. Ça va? Voilà, maintenant, nomination à l'Office municipal d'habitation, donc l'OMH. Déjà, à titre d'élu de la Ville, il y a, vous savez, au niveau de l'OMH, on est en restructuration. Donc, l'OMH va gérer maintenant l'ensemble et à la fois ce qu'on appelait OMH déjà, donc les unités de logement, mais également maintenant les 5 clochers et Jardin du Gouffre. Donc, c'est un total de 100 quelques... 144. OK. Donc, là, il y a M. Gaston Duchesne qui serait au niveau du conseil municipal, qui serait le représentant de la Ville. Et on nous recommande comme autres candidatures citoyennes, mais qui sont nommées par la Ville. On nous recommande ici Mme Chantal Dufour et M. Olivier Simard, qui était déjà conseiller municipal et qui déjà siégeait pour la Ville à ce conseil-là et qui est intéressé à continuer. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le proposerai. M. Boily? Je vais le seconder. Appuyé de M. Goudreau. Maintenant, acquisition de la rue Breton. Madame Breton. C'est où la rue Breton, ça? C'est correct.
La représentante de la donc, vous savez, la rue Breton, vous savez, Baie-Saint-Paul a quelques rues. Il y en a plusieurs rues privées, mais il y en a aussi dans le milieu urbain. Donc, on a 4 ou 5 rues là, qui sont en milieu urbain, mais qui sont des rues privées, et sur lesquelles on va avoir à un moment donné des interventions à faire. Et le fait que ce soit privé nous pose toujours problème. Donc, là, on irait avec une première, là, qui serait l'acquisition de la rue Breton. Donc, il y a une propriétaire, hein, je pense, c'est Mme Pascale Bouchard. Mais vous savez, j'ai déjà demeuré sur la rue Breton, hein? Breton, vous savez. Donc, mais c'est loin. Voilà, on ferait l'acquisition pour une valeur nominale, je pensais. C'est ça. Et ce serait en même temps pour donner le mandat notaire là, pour pouvoir concrétiser tout ça et faire les contrats pour que la ville devienne propriétaire de cette rue-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Proposer, M. Goudreau. Je vais l'appuyer. Appuyer, M. Duchesne. Donc, ça va. Maintenant, acquisition en continuité avec ça, en continuité avec ça, donc, on irait avec les acquisitions de rues privées. Il y aura un décret. En fait, il y a un décret, c'est parce que ça irait, c'est de l'argent qui serait pris dans un règlement parapluie, hein, c'est ça. Et donc, on irait avec un mandat au notaire, là. En fait, c'est donc, il y a la rue Breton ce soir, on règle. Il y aurait la rue Dufour. Donc, il y a un propriétaire concerné. Donc, c'est un montant de 2500 $ l'estimation. La rue Ménard, ça, c'est dans le coin. Vous vous souvenez, on a parlé de la rue, quand on va faire des travaux, Leclerc, Ménard est dans ce coin-là. Et c'est une rue assez... qui a des petits problèmes d'infrastructure. Et donc, il y a 4 propriétaires, là, ce serait 15 000 $. Et la rue Saint-Édouard, il y a également des propriétaires, là, on a des petits problématiques dans ce coin-là. Avec 4 propriétaires, ce serait 15 000 $. Donc, pour un total, pour 10 propriétaires, autour de 35 000 $ qui seraient pris à même le règlement parapluie, 2017, je crois. Oui. Les montants ici estimés, si je comprends bien, ce sont les montants en frais professionnels et non pas des montants en... Non, c'est les montants en frais professionnels. Principalement, oui. Principalement. Mais les acquisitions, écoutez, notre objectif d'acquisition, c'est tout pour... C'est du gré à gré. Écoutez, là, il y en a qui sont très heureux de nous céder les rues. Oui, non, j'ai pas de doute. Je ne pense pas qu'ils s'attendent à avoir des gros montants, mais ils sont très heureux de la céder. Dans la résolution précédente, si vous me permettez que je y revienne, le montant de contrepartie, le transfert de l'immeuble est de 0 $. C'est-tu ça ou c'est une valeur nominale que ça nécessite? C'est 1 $. C'est 1 $, OK. C'est la valeur nominale. C'est bon. Puis ça risque d'être ça pas mal pour l'ensemble. Ouais. C'est ce qu'on recherche. Puis je pense pas qu'on... apporter une correction dans la résolution où c'est indiqué au 15,6. Oui, c'est vrai que c'est écrit 0. C'est vrai. Mais ça va être une pièce. Oui, c'est 1 $. C'est une valeur nominale. Habituellement, c'est une valeur nominale. Oui. OK. Ça va là-dessus. Donc, est-ce que, là, j'ai eu une proposition pour l'acquisition des rues privées? Non, hein? Est-ce que j'ai une proposition pour le décret? M. Goudreau? Moi, je vais vous le seconder, mais avec une question. Oui, M. Duchesne, allez-y. En ce qui concerne la notaire, est-ce que c'est la même notaire que le dossier précédent? OK. On ne connaît pas les notaires attitrés, M. Duchesne. C'est beau. Okay. C'est beau, mais là, on a un mandat de pouvoir négocier avec les notaires là-dessus. OK? Ça va. Maintenant, assurance formateur. M. Bouchard, pouvez-vous celle-là. Bon, en fait, c'est d'offrir une couverture pour tous ceux qui agissent pour la ville, là, même de façon contractuelle ou comme mandaté. Là, en fait, on va les couvrir en assurance, en responsabilité civile. Là. C'est l'idée, l'esprit qui nous guide. Okay. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais le proposer. Donc, M. Goudreau, c'est appuyé. Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Boilly.
Maintenant, des mandats, on est projet biomasse. Vous savez qu'on avance avec le projet biomasse. En fait, il y a 2 volets. Hein. Il y en a un qui s'est ajouté, si on veut. Il y a le volet maison-mère. Hein, on le sait. On a présenté ce projet-là dans le cadre des démarches du Forum des élus. C'est un projet important d'arriver à améliorer toute la question énergétique à maison-mère. C'est fondamental. Donc, il y a ce volet-là. L'autre volet également, maintenant qui s'est ajouté, qui est de pouvoir aller vers un réseau, un biomasse, à un moment donné. Pas là, on ne donne pas le mandat tout de suite, mais si on le donne globalement, il y a la possibilité d'aller sur un réseau, donc qui permettrait à un moment donné de pouvoir distribuer la biomasse pour peut-être d'autres édifices au niveau de Baie-Saint-Paul. Mais la première chose, là, le premier mandat, c'est au niveau du projet de maison-mère. Il y a une soumission qui a été donnée. Je pense qu'il y a un volet 2 là-dedans, hein, puis un volet 1 qui a été accepté. Oui. En fait, pour ce qui concerne l'étude de préfaisabilité pour maison-mère, on a 3 mandats à donner, dont 2 à la firme Génécar. Génécar, oui. Un pour de 27 822. Ça, c'est toute la question de l'étude de faisabilité et de l'analyse financière. Hein? Oui. Donc, la biomasse, en quoi elle va être source d'économie. Hein? Oui. Ça, c'est un mandat qu'on leur attribue. Il y en a un autre pour venir préparer et détailler un peu mieux la prochaine phase de travaux. Oui. OK, donc les autres étapes de subvention. Et il y a un mandat, parce qu'il faudra intégrer ça à l'immeuble, à l'architecte Normand Desgagnés, pour un montant de 19 000. Ça, c'est le premier volet, donc c'est 3 mandats-là qu'il faut attribuer. L'autre aspect, M. le maire, c'est d'avoir, c'est l'autre point. Alors, voilà l'autre point. Le premier point, c'est donc projet biomasse, les mandats dont vous venez de parler. Oui. Et ça, c'est à l'intérieur aussi, il faut bien l'ajouter, que c'est pas entièrement la ville qui paie ça. Là. Non, absolument pas. Hein? On a eu une subvention de 101 000 pour couvrir en bonne partie ces frais-là. Oui. Oui, tout à fait. Oui. Des frais qui devraient totaliser au final autour de 127 000 en études diverses là, pour être capable de bien documenter le dossier, parce qu'on a déjà du gouvernement provincial une lettre qui nous atteste qu'il serait prêt à contribuer, moyennant certaines quand même conditions, pour 1 51 289 $ sur un projet de réalisation d'une conversion à la biomasse. Ça, c'est en estimant qu'on a un plafond de 2 millions de projets. Oui. Hein? Là, la prochaine résolution, l'intention, c'est d'aller aussi souscrire au programme fédéral. Voilà. Pour aller chercher, parce que au provincial, c'est un 50-50 qu'on peut aller chercher. Au provincial, on peut aller chercher du 80-20. Alors, l'idée, c'est d'aller chercher plus de sous pour la partie supérieure des travaux qu'on devrait avoir. Et c'est à ce moment-là que le réseau aussi vient jouer. Là, qui vient. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour la première, les 3 mandats là, au niveau projet biomasse, donc E8? Est-ce que j'ai une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Oui, Mme Lamy, puis vous vouliez ajouter? Oui, puis je voulais ajouter, je ne sais pas où ceux qui nous écoutent et qui nous voient ce soir, là, où ils en sont par rapport à la biomasse. Je ne vais pas faire une grande leçon là-dessus, mais simplement pour vous situer. C'est qu'on va utiliser, avec la biomasse, de quoi on parle? On parle d'utiliser les résidus de la forêt. C'est ça. Qui peuvent prendre différentes formes, on ne rentre pas dans tous les détails. C'est une façon, alors, d'une pierre deux coups, d'une part, on améliore le chauffage, on se débarrasse du mazout. Qui est bon. Donc, on se débarrasse du mazout et on va vers des formes d'énergie qui sont davantage développement durable, plus écologiques. Ça permet aussi, bien sûr, par rapport au mazout, de sauver des sommes. Et aussi, ça va permettre, au plan régional, d'exploiter nos forêts. Alors, il y a des travailleurs d'ici, de Charlevoix, qui vont travailler donc en forêt. C'est une autre façon d'exploiter la forêt avec les résidus de la forêt. Ce qu'il y a dans la biomasse, non seulement des économies d'énergie, il y a des économies en termes de pas des économies, mais on sauve des GES, très certainement à cause de la non-utilisation des hydrocarbures. Et aussi, on favorise un emploi régional dans l'exploitation d'une ressource qui est dans notre territoire et qui est à proximité.
Donc, il y a beaucoup d'avantages à le faire pour toutes ces raisons-là. Là, je ne vais pas aller plus loin. Mais puis ensuite, bien sûr, si le deuxième projet se faisait, c'est-à-dire que s'il y avait un réseau, si d'autres édifices achetaient, par exemple, je pense à l'hôpital, qui est un édifice important, achetaient la biomasse, achetait ce genre, implantait ce genre d'énergie, bien sûr, il y aurait des ventes qui seraient faites donc par le réseau de la ville à différents exploitants qui choisiraient ça, donc une autre source de revenus. Alors, je voulais juste, pour tracer un tableau que les gens comprennent, là, parce que c'est assez technique, là, tout ce qu'on vient de dire, puis, mais bon, c'est pourquoi on fait ça, là. Puis, il y a effectivement, M. Fizet voulait ajouter, mais là, je vais juste ajouter. C'est important de donner l'aspect régional de ça, parce que Saint-Urbain travaille aussi peut-être pour y aller, puis actuellement, parce que vous parliez de l'approvisionnement. Effectivement, l'approvisionnement en forêt est important, mais il y a le conditionnement aussi de ça, qui est fondamental. Si tu veux avoir une qualité, il faut que tu aies une qualité, il faut que ça soit bien travaillé. Le conditionnement de la matière là, est très important. Et c'est ce qui fait que c'est un projet régional et on travaille là-dessus en même temps avec les gens de la MRC, des gens même des organisations québécoises, là, pour s'assurer là, que si on va vers un projet, on va avoir un projet de qualité puis qui va vraiment atteindre ses objectifs. Et c'est des objectifs, effectivement, qui sont assez globaux, régionaux, et ça peut être très intéressant à l'autre bout. Monsieur Fizet. Oui, d'ajouter ce que Mme Lamy a indiqué, c'est que, parce que je ne fais pas de la couffaine, mais j'entends sciller. Tout de suite, j'entends que certaines personnes peuvent dire, bon, encore un investissement supplémentaire à Maison-Mère. Ce qu'il faut comprendre, moi, ce que je veux ajouter par rapport à ça, et mes collègues corrigeront ou ajouteront à ce moment-là, c'est que ça viendrait aussi en même temps consolider l'importance de Maison-Mère pour notre milieu, et de un. Et de deux, pourquoi? Parce qu'on verrait ici là l'épicentre des infrastructures pour le biomasse. Et comme certaines personnes ont dit, dont Mme Lamy et M. Bouchard, c'est qu'on peut ultérieurement établir un réseau qui permettrait d'alimenter d'autres édifices et vendre et donc rendre encore plus rentable toute cette démarche-là. Alors donc, pour moi, en autant que je suis concerné, je considère ça comme étant un investissement très important et plutôt que d'une dépense. Je voulais préciser ça, merci. Donc, vous allez l'appuyer? Oui. Je n'ai pas d'appuyeur. OK, oui, ça va? Oui, ça va. Donc, j'ai une proposition. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui, M. Duchesne. Juste connaître la provenance, M. Bouchard, de l'argent, c'est à même le règlement par appui, ça, ou on va chercher ça, ou... les mandats pour les mandats? Oui. Oui, mais c'est subventionné, donc il y a une part de subvention. Puis le résiduel pour la municipalité est pris à même... Oui, des sommes qu'on a déjà prévues dans des règlements antérieurs. OK. C'est beau? Maintenant, on passe maintenant à E9, là, ce que M. Bouchard avait commencé à parler tout à l'heure, là, pour la deuxième partie. Donc, c'est de donner un mandat pour aller en demande pour de subventions quand va venir le temps là, de l'implantation véritable. Et là, on va passer à des gros... on a déjà... une offre pour une subvention d'1 million, mais on pense qu'on peut aller chercher d'autres argents là, par rapport à ça pour nous aider à faire avancer ce dossier-là. Ça va devenir comme un complément pour financer l'ensemble de l'opération. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? M. Duchesne, appuyé. M. Goudreau. Maintenant, Fonds régional en infrastructure de loisirs de Charlevoix, donc c'est le 8 novembre, il va y avoir la soirée là-dessus, donc pour des fonds, en fait, bénéfices pour le fonds. On ira avec 2 billets de 100 $ pour acheter par la ville de Baie-Saint-Paul. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Là, j'ai M. Goudreau appuyé M. Boilly. C'est beau. Là, maintenant, donc, il y a une kermesse qui est organisée et on ira avec la kermesse, elle, l'objectif, là, j'ai pas. Elle aurait lieu je ne sais pas quand. Et c'est dans le cas, oui, puis c'est en lien, je pense, un peu avec les optimistes, c'est ça. Et Club Optimiste, puis il y aura différents spectacles. Et l'objectif, c'est
les profits seraient versés au Club Optimiste, au Club Judo Sakura, Maison des Jeunes également, Forum Jeunesse. Donc, nous, on irait avec un don de 100 $ dans le cadre de la kermesse. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le seconder. Donc, ça va. M. Pilote, secondé M. Goudreau. Maintenant, l'ambulance Saint-Jean demande un ralentissement de la circulation. En fait, c'est du financement volontaire. Donc, le vendredi 26 octobre, entre 10h et 16h, à l'endroit habituel. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le seconder. M. Fizette, appuyé de M. Goudreau. Pour l'opération Nez Rouge, maintenant, un barrage routier également, annuel, le jeudi 29 novembre, de 10h à 14h. Encore une fois, au même endroit, à la même intersection. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le proposerai. Secondé. M. Boilly, appuyé de M. Pilote. Oui. Cette demande-là de réaliser le barrage, c'est aussi en même temps pour cueillir des sous, hein, je crois. Oui, oui. Essentiellement, je pense. Oui. Oui, oui. Merci. C'est pas le même barrage. Monsieur le maire, permettez. Oui, M. Boilly. Juste pour enchérir un peu ce que M. Fizette disait, c'est pas un barrage là, pour vérifier la compte. Merci beaucoup. Mais je veux juste ajouter, oui, ils veulent ramasser des fonds, mais ils nous disent très bien qu'ils veulent aussi informer les membres de la communauté sur le service, en même temps de leur accompagnement. Voilà. Je veux juste préciser ça, là. OK. Maintenant, le musée d'art contemporain, donc, mais ça s'en vient déjà bientôt. 1er novembre. Le 1er novembre, le cocktail de financement, donc du musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. C'est donc la ville, nous, comme à chaque année, on y va avec deux cartes. C'est un montant de 500 $. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau. Je vais C'est l'appuyer. appuyé, Mme Lamy. Président d'honneur, M. Maître Marc Bellemare. Et animation de Pénélope McWade. Oh, pas n'importe quoi, hein? OK. Maintenant, correspondance de septembre. Les membres du conseil en ont eu copie. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est un dépôt. Les comptes maintenant, donc les chèques, M. Bouchard, la lecture des chèques des 25 000 et plus. Oui. Alors, d'abord, dans le fonds d'administration, un premier déboursé de 60 271,55 $. Ça, c'est la libération de la retenue au contrat de déneigement pour les entreprises de Jacques Dufour et Fils. On a un autre déboursé au centre de gestion du complexe PFM, un montant de 100 000 $ en guise de subvention et d'avance pour pallier aux besoins d'exploitation. Au centre de gestion du complexe PFM, un autre déboursé de 675 750 $ pour couvrir des dépenses réalisées auprès de différents fournisseurs. Et au ministre des Finances, déboursé de 694 319 $. Ça, c'est pour le service de la Sûreté du Québec. Ça représente une partie des sommes qu'on a à verser au cours de l'année. Alors, c'est montant de 25 000 $ et plus additionné aux 25 000 $ et moins. On totalisé 1 530 340 $ et 55 sous. Si on va voir maintenant du côté du fonds d'investissement, il n'y a qu'un compte qui était de plus de 25 000 $, soit un montant déboursé de 56 963 $ et 33 sous. Ça, c'était pour les aux constructions Saint-Gelais et en lien à un projet qu'on avait d'installation de stabilisation de berge, donc une installation de gabillon. Alors, ce compte-là, additionné aux 25 000 et moins, a totalisé 56 963 $ et 33 sous, puisqu'il n'y en avait pas. 25 000 et moins. Donc, ça va? Je m'excuse, M. le maire. Oui. Erreur. Oui. 232 550 $ et 30 sous, le total des comptes. Pour, donc, ça va. S'il y a Oui. pas de questions, je vais prendre une proposition pour les comptes. Je vais proposer. M. Boilly? Je vais le seconder. Appuyé de M. Goudreau.
Voilà maintenant, période d'intervention des membres du Conseil. À ce stade-ci, moi, j'aurais une petite déclaration à faire par rapport au projet Maison-Mère. Donc, depuis déjà près de 2 ans, la Ville de Baie-Saint-Paul est propriétaire de l'ensemble conventuel des Petites Franciscaines de Marie, projet appelé maintenant Maison-Mère. Dès le départ, la Ville avait annoncé son intention d'en faire un lieu d'innovation, une plus-value à l'économie de Baie-Saint-Paul et de tout Charlevoix, un lieu attractif pour de nouvelles entreprises ou de jeunes entrepreneurs. Un lieu axé également sur le développement collectif, en continuité avec ce que les Petites Franciscaines avaient réalisé au fil de plus de 125 années d'histoire. C'est donc un projet de mise en valeur d'un patrimoine non seulement bâti au cœur du centre-ville, mais aussi un patrimoine immatériel par son histoire et son apport économique et social inestimable. En peu de temps, on a vu poindre un engouement étonnant et des retombées au-delà des attentes. Plus d'une trentaine d'emplois, une opportunité pour de jeunes familles de concrétiser leur projet d'emploi avec le Mousse Café, par exemple. La chance pour les entreprises de croître et de rayonner à l'extérieur comme à chacun son pain ou plaisir du chef. L'accueil d'organismes importants dans notre environnement socio-culturel, comme les fermières, le jardin d'enfants, TVCO, le Club Bon Cœur. Des plateaux d'insertion créant de la main-d'œuvre dans des secteurs en pénurie, comme l'entretien ménager ou la buanderie. De nouveaux projets complémentaires et porteurs d'avenir, comme l'auberge de jeunesse ou le festival Cuisine, Cinéma et Confidences. Un apport culturel important avec plusieurs ateliers d'artistes et la mise en place du parcours muséal incluant la chapelle et le jardin de François. Le pari de requalifier cet important morceau de notre centre-ville et d'en faire un levier de développement est en bonne voie de réalisation et nous devons en être fiers. Ces 2 années nous ont aussi fait voir l'ampleur de la tâche, autant au niveau technique que financier. Malgré la participation des Petites Franciscaines de Marie pour plus de 800 000 $ et des locations de locaux au-delà des attentes, les représentants du conseil d'administration du centre de gestion ont alerté la municipalité d'un manque à gagner d'au-delà de 2 millions de $ pour atteindre l'équilibre en 2021. Les états financiers de la première année nous montrent un déficit de plus de 400 000 $. Les principales dépenses étant les ressources humaines, même si presque minimum, pour au-delà de 500 000 $ et l'énergie pour près de 500 000 $ par année. Face à cette situation, le conseil d'administration de Maison-Mère a entrepris un exercice visant un plan financier réactualisé, devant mener à l'équilibre budgétaire en 2022. Cette planification devra démontrer une gestion plus serrée des opérations, le démarchage actif d'investisseurs, la recherche d'investisseurs, c'est ça, et la recherche de partenaires institutionnels, gouvernementaux ou financiers majeurs. Le conseil d'administration a aussi demandé la participation de la Ville pour se donner la marge de manœuvre nécessaire pour atteindre ses objectifs. Le conseil municipal a donc décidé la semaine dernière de verser une subvention de 775 000 $ à même le surplus accumulé de la Ville, à Maison-Mère, afin de lui permettre d'éviter une crise de liquidité et de faire face aux défis qui l'attend pour les prochains mois. Le conseil municipal continuera les réflexions en vue d'une participation future au projet Maison-Mère afin d'en assurer la pérennité. Le conseil est en effet très conscient de la nécessité de soutenir ce projet dans les limites de nos capacités, bien sûr, qui vit les difficultés de nombreux projets de développement d'une pareille ampleur au cours de leurs premières années d'existence. Comme maire, moi je crois fortement dans le succès de ce grand projet. Je suis convaincu que le geste que nous avons posé va permettre d'en renforcer les bases et d'être encore plus attractif pour des investisseurs et des partenaires potentiels. Beaucoup de travail reste à faire, mais nous devons avoir en tête le potentiel collectif d'un si beau projet. Pour le reste, soyez assurés que votre conseil municipal, tout en appuyant le projet,
demeure hautement vigilant pour la suite des choses. Donc voilà, en fait, ce qui a été décidé, donc, c'est d'ajouter, d'aller avec une subvention maison mère, l'idée étant de créer de la marge de manœuvre, de permettre vraiment que maison mère ait des coudées plus franches pour pouvoir vraiment réaliser ses objectifs. On s'est aperçu qu'on avait une responsabilité importante par rapport à ça. Et on y va dans ce cadre-là, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, en lien avec une gestion des opérations beaucoup plus serrée, mais en étant encore une fois, en continuant d'appuyer ce projet-là, même en lui donnant encore des ressources pour vraiment réaliser ses objectifs. Donc voilà. Est-ce que... oui, M. Goudreau. Écoutez, depuis qu'on a déposé les états financiers, je les regarde, je les revois à l'envers, puis ça fait longtemps que des chiffres ne m'avaient pas empêché de dormir, puis je ne me le cache pas. Je ne veux pas être défaitiste, je suis réaliste. Quand même une chose, qu'on garoche toutes sortes de chiffres ce soir. Des beaux chiffres. On donne les chiffres. Moi, les chiffres aussi que je regarde, on parle de 2 millions jusqu'à l'an 2022. C'est ce qu'on va avoir de besoin. Mais moi, ce soir, ce que je veux dire à la population, c'est depuis le début de l'aventure. C'est 1,4 million qui a été sorti des coffres de la ville. C'est bien sûr qu'au moment où on a fait la transaction, on s'attendait tous. Je pense que les 3 membres du conseil qui siègent ici, de l'ancien conseil, on était tous certains que la Maison-Mère vendrait l'infirmerie comme neige au soleil. Force est d'admettre qu'on a eu des offres. On a eu des offres qui ont été retirées, mais en bout de ligne, aujourd'hui, en 2018, on est encore avec l'infirmerie qui coûte, elle aussi, elle nous apporte des frais que Maison-Mère doit supporter. Puis, étant membre moi-même du conseil d'administration, qu'on a d'ailleurs renouvelé ce soir, puis je suis content de continuer, des fois c'est facile de partir quand le bateau, il y a de l'eau dedans. Mais moi, je vais vous dire une chose, je suis fier que mes collègues du conseil m'aient renouvelé mon mandat. C'est bien sûr, comme je disais tantôt, la vente de l'infirmerie ne nous a pas aidés. Une autre chose, au moment où on a fait la transaction, je pense qu'on ne l'avait peut-être pas vu comme ça parce qu'on apprend tout dans cette histoire-là. Le changement d'usage du bâtiment a engendré des dépenses non prévisibles. Le bâtiment, au moment où on l'a pris, tout le monde nous disait qu'il était aux normes, il est aux normes. Ben oui, il était aux normes dans le temps que c'était les religieuses qui l'opéraient. À partir du moment où on décide de lui donner une autre fonction, c'est plus la même game. Les améliorations locatives, M. le maire a parlé tantôt de mousse café. Il a trop bien fallu les payer, de rendre ça attractif. Ça, c'est de l'argent. C'est au-dessus de beaucoup d'argent. Par contre, la bonne nouvelle, le cadre financier qu'on s'est imposé dans l'ancien conseil et qu'on continue à respecter aujourd'hui, ont fait en sorte qu'on a été capable, nous donne les moyens ce soir, pour financer le manque à gagner, tous les chiffres qu'on... Parce qu'une partie du surplus s'en va carrément là-dessus. Si on n'avait pas eu un cadre financier pour être capable de l'approprier, ce serait peut-être une autre version des choses. On peut dire au moins une chose, c'est qu'on n'endette pas la ville à vouloir sauver Maison-Mère, parce qu'on a fait une gestion rigoureuse des fonds publics. Il m'apparaît très clair que l'ajout d'un développement économique, la madame Jenny qu'on a engagée aujourd'hui, va contribuer à amener Maison-Mère sur un autre. Puis je ne veux pas y mettre de la pression, ce n'est pas le but. Mais on est forcé d'admettre qu'il faut aller vendre Maison-Mère ailleurs que dans Baie-Saint-Paul. On a à peu près tout rempli de Maison-Mère de ce qu'on pouvait prendre du milieu. Là, il faut aller à l'extérieur du milieu. Étant moi-même membre du CA, je peux vous confirmer. Dès demain, on a une réunion demain après-midi avec le CA de Maison-Mère pour mettre en place un plan qui va être soumis au conseil. Le conseil est informé de tout ce qui se passe. Et puis, on va faire une gestion rigoureuse de Maison-Mère. Comme disait un intervenant lors d'une autre réunion, lorsque nous avons pris Maison-Mère, je l'ai retenu, je l'ai aimé. C'est un enfant que nous avons adopté. Maintenant, nous devons le faire grandir.
Il est aussi impératif que la Ville de Baie-Saint-Paul prenne tous les moyens à sa disposition pour aller solliciter des aides des différents paliers du gouvernement et des membres de la communauté d'affaires. C'est un projet de collectivité. Merci. Merci, M. Goudreau. D'autres personnes? M. Fizette? M. Pilote après. Tout le monde veut parler. Tout avoir votre tour. Okay. Je trouve ça intéressant ce que j'entends là, et aussi en même temps encourageant. C'est sûr que moi, en autant que je suis concerné, c'est que Maison-Mère, les petites franciscaines de Marie, c'est quand même la source de Baie-Saint-Paul. Il faut bien s'entendre là. On ne serait peut-être pas ici pour parler de ce dont on parle s'il n'y avait pas eu l'installation des infrastructures de la Maison-Mère. Des petites franciscaines de Marie, qui ont conduit finalement jusqu'au centre hospitalier que nous avons là. Oublions pas, là, parce que ça a commencé avec l'Hospice Sainte-Anne, l'Hospice Saint-Joseph, l'hôpital Sainte-Anne, l'hôpital de Baie-Saint-Paul, ainsi de suite, qui a été un gros employeur de Baie-Saint-Paul qui a fait vivre bien des familles. C'est sûr qu'en même temps, Maison-Mère, pour moi, a une valeur incorporelle. C'est sûr que, vous me direz, une valeur incorporelle, c'est difficilement mesurable. C'est vrai que c'est difficilement mesurable, mais elle est quand même là, cette valeur-là, avec laquelle on peut faire une route assez intéressante pour protéger notre patrimoine collectif. Évidemment aussi, la vocation de Maison-Mère veut se mettre à contribution pour le développement collectif de notre milieu, tant sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan familial, sur le plan social et sur le plan communautaire. Alors, il y a des actions qui peuvent se commettre là, qui sont quand même riches en valeur. C'est sûr que ça nécessite un redressement parce que ça ne va pas tout à fait comme... moi, personnellement, en tout cas, je ne suis pas le seul, là, comme on souhaiterait que ça se déroule, parce qu'il y a des manques à gagner qui sont quand même relativement importants. Alors, donc, il faut, à mon sens, s'assurer de cette redevance, de certaines redevances pour les entreprises qui ont été créées, okay, en quelque sorte, là, par les services de la Maison-Mère. Okay? Alors, donc, quand ils seront rendus autonomes, bien, il faudrait qu'en même temps qu'il y ait une certaine ristourne qui soit faite à la Maison-Mère. En tout cas, ça, c'est dans les actions qui sont à venir. Il y a la biomasse dont on a parlé tout à l'heure, qui, quand même, Maison-Mère sera l'épicentre de toutes ces infrastructures-là, qui générera ultérieurement des revenus si on sait comment le développer, puis si on sait comment attirer une clientèle pour le faire. Alors, l'infirmerie, évidemment, il faut bien s'entendre. Moi, je crois qu'un des motifs principaux pour lesquels l'infirmerie n'est pas vendue au moment où on se parle, c'est que tout projet qu'on peut amener là-dedans, bien que c'est un très bon édifice, très bien structuré, très propre, il demeure pour moi que ça nécessite des modifications assez importantes pour différentes vocations qu'on pourrait lui donner. Alors donc, c'est sûr que la venue de notre personne qui va travailler sur le plan du développement, du portfolio de Baie-Saint-Paul devrait conduire directement sur le fait d'attirer des nouvelles entreprises, d'attirer des nouvelles familles, d'attirer de la main-d'œuvre pour chez nous, ce qui aura un effet positif sur l'ensemble. C'est pour ça que moi je dis, parce que j'entends des choses, OK? Je vous le disais tantôt au point de départ que ça me scillait, là. C'est pas parce que je fais de la couffaine, là. C'est bien parce que je comprends aussi en même temps là, les réticences puis les inquiétudes des citoyens par rapport à ce gros projet-là, mais en même temps, il faut le voir de façon positive pour le conduire à bonne envolée. Mais c'est sûr qu'il va falloir être vigilant. Merci. Tout comme mes collègues ce soir à la table du Conseil, vous comprendrez que je ne me réjouis pas des résultats financiers qui ont été déposés. La situation financière du complexe Maison-Mère se veut assez précaire à l'heure actuelle et il est essentiel de corriger le tir, si nous voulons assurer évidemment la pérennité de cet organisme. Le montant de 775 000 qui est octroyé ce soir est essentiel, car de cette somme, 675 000 sont directement liés à des paiements de factures, ce qui est quand même important. D'entrée de jeu, je peux vous rassurer sur le fait que le conseil d'administration de Maison-Mère, accompagné de ses employés, travaille en étroite collaboration avec les fonctionnaires de la ville et les élus afin de redresser la situation. Comme vous l'avez vu ce soir, il y a des personnes qui ont été nominées ce soir là, pour travailler sur ce complexe-là. D'importants frais en lien avec la chaufferie expliquent en bonne partie
la situation financière du complexe. L'idée d'intégrer la biomasse comme mode de chauffage se veut une idée qui est assez innovatrice et qui reçoit une multitude d'éloges de par plusieurs organismes à vocation publique à travers le Québec. Ce mode de chauffage, comme Mme Lamy l'a expliqué plus tôt, va permettre d'économiser d'importantes sommes au complexe et par le fait même d'améliorer la situation financière qui n'est pas à son meilleur jour actuellement. Or, bien que la Ville de Baie-Saint-Paul investit des sommes considérables dans ce projet, elle ne pourra tenir à elle seule cet organisme à but non lucratif encore très longtemps. Je crois que nous pouvons tout de même nous réjouir de voir des partenaires sérieux, tels que le Mouvement Desjardins, investir dans le projet et y croire. Mais il est inévitable que nous devrons aller chercher d'autres partenaires si nous voulons assurer la réussite de ce projet. À mes yeux, la Ville de Baie-Saint-Paul ne peut investir une somme aussi élevée l'an prochain, car de nombreux projets pour nos citoyens, ainsi que le remboursement de la dette figurent au tableau de bord de l'organisation. Je suis d'avis aussi que l'embauche de notre commissaire au développement va nous permettre d'améliorer le taux d'occupation à Maison-Mère et d'avoir d'autres projets. À l'aube de 2019, il est certain que le secteur des technologies et de la technopédagogie peut être exploité dans ce projet de grande envergure. Outre la situation financière, nous ne pouvons passer sous le silence que plusieurs bons coups ont eu lieu au complexe Maison-Mère. Par exemple, l'auberge de jeunesse qui se déroule à bon escient, les nombreux organismes qui y habitent, l'imposant bâtiment patrimonial de Baie-Saint-Paul. Présentement, l'équipe travaille à préparer le festival Cuisine, Cinéma et Confidence qui se déroulera du 2 au 4 novembre prochain à Maison-Mère avec la participation du renommé chef cuisinier Jean Soulard. C'est utile aussi de rappeler que l'an dernier, à l'édition 2017, le tout avait été couronné d'un grand succès. Je demeure optimiste et confiant pour l'aventure Maison-Mère, mais avant tout, il faut demeurer réaliste en gouvernance publique. Maison-Mère détient toujours mon appui et mon entière collaboration, mais il est clair que je n'appuierai pas une injection de fonds aussi importante de la part de la Ville de Baie-Saint-Paul si le tout doit se représenter à la table l'an prochain. C'est tout. M. Duchesne. Je ne répéterai pas tout ce qui s'est dit parce que j'abonde à peu près dans le même sens que les gens qui m'ont précédé. Sauf que je pense que, comme entité morale, là, il était important pour la Ville d'une chose, c'était de payer ses fournisseurs. Et il était évident aussi, comme M. le maire l'a dit régulièrement, que nous ne pouvions laisser cet immeuble à l'abandon. Il n'y avait pas preneur, donc la Ville en a pris possession. Et moi, j'avais demandé 2 conditions lors de mon vote. C'était la vente de l'infirmerie et la vente des terrains adjacents. Les 2 actions ne se sont pas concrétisées. Donc, pour nous, ça fait un manque à gagner très important parce que nous avions des acheteurs potentiels. Donc, le Conseil suit de très près tous ces développements-là. Là. Pour le reste, j'en rajouterai pas sur ce que les autres personnes ont dit, mais seulement que vous dire que le Conseil de ville prend ses responsabilités, puis nous espérons tous que la situation ne se reproduise plus. Pour moi, et j'abonde dans le même sens que Michael, il est important que Maison-Mère n'ait pas un impact négatif sur le compte de taxes de nos contribuables. Et je pense que tout le monde ici au Conseil en porte la lourdeur, si vous voulez, mais on va tout faire en sorte que oui, Maison-Mère porte fruit et qu'elle soit un outil de développement économique important pour notre belle ville. Moi, je vous remercie. Puis comme je vous disais, à la session du conseil municipal du 9 septembre dernier, le bénéfice est important. Et pour faire un peu le suite à l'article de Dave Kidd c'est pas partout de la Maison-Mère, là. Pour faire suite à l'article de Dave Kidd. Vous êtes sur un autre sujet, là, M. Boilly, OK. Je regardais Dave Kidd, mais c'est quoi son problème? Parce que je le remercie pour l'article également aussi. Je fais un peu de pouce sur son article et ses photos, que je trouve très, très bonnes, mais il en manque quelques-unes des meilleures, mais c'est pas grave. Le 29 et 30 septembre dernier, j'étais au starting de départ, à la ligne de départ de la Fondation Jacques Desmeules pour l'Everest en Charlevoix. Et j'ai trouvé ça
fort agréable. Et puis je pense que Jacques Demel est bon d'être signalé parce que c'est le bénévole quasiment pas idéal, mais un des bénévoles très actifs dans la communauté. Nécessairement, pour ce 24 heures-là, il y a eu des coureurs et des marcheurs qui ont été assez impressionnants, du moins qui m'impressionnent. Gildor Côté, par exemple, du Témiscouata sur le lac, Denis Vézina de Baie-Saint-Paul. Également, Michael Lavoie, qui l'a fait à la marche et à la course. Imaginez-vous, c'est équivaut à peu près à 3 marathons. Puis en côte en plus, là, tu sais. Donc, je vous signale que Ville-Baie-Saint-Paul aide un peu la Fondation Jacques Desmeules, et c'est pour ça que j'en parle un peu. Je le remercie, Jacques, et je le félicite, et j'espère qu'il va être là l'année prochaine. Un autre sujet. Dans l'encadré du Charlevoisien du 3 octobre 2018, on voit le Conseil des Chevaliers de Colomb 32-33 qui font le ramassage de l'herbe à poux. Ça, là-dessus, c'est un de mes dadas, puis c'est une de mes bébites également, parce que j'en souffre énormément. Je remercie le Conseil qui a ouvert un peu les yeux aux gens et à la population, que c'est un herbe qui est dommageable pour la santé, également aussi qui est presque une épidémie dans la région de Charlevoix et de Baie-Saint-Paul, tout précisément. Puis il ne se trouve pas juste derrière ou près de l'Ermitage ou derrière la garderie, il se trouve partout dans la ville Baie-Saint-Paul. Nécessairement, le Conseil 32-33 en fait un peu un leitmotiv parce que pour eux, cette année devient à l'Association pulmonaire du Québec, ça va devenir un peu leur bête ou leur motivation. Puis nécessairement, ça serait très important. Et ne pensez pas que les gens de Ville-Baie-Saint-Paul, en termes d'employés, peuvent éradiquer complètement cette plante-là. Malheureusement, non, c'est impossible. Tout ça pour vous dire aussi que, en fait, la tâche est ardue, il faut le faire, et je pense que, et je remercie le Conseil, dont le grand chevalier Guy Simard et également les quelques membres des Chevaliers de Colomb qui ont fait cette corvée-là. Un autre point maintenant, cette semaine, c'est la semaine nationale de la lutte contre les incendies. Et samedi prochain, le 13 octobre, vous lisez et regardez un peu dans les entrevues et dans les journaux la visite de la caserne et surtout le centre d'entraînement dans la côte de Pérou qu'on a inauguré il y a à peu près... Côte de l'Équerre, excusez-moi. L'autre Pérou, c'est l'autre. Côte de l'Équerre, qu'on a inauguré dernièrement. Et je trouve que c'est un centre qui est très à propos, qui va donner à nos gens, et avec l'équipe de M. Gravel, Alain Gravel, de son prénom, tout le mandat et toute la mission. C'est innovateur, c'est brillant, c'est bien fait. On a eu l'occasion de le visiter un peu, mais vous allez avoir amené les jeunes et les moins jeunes à visiter ce centre d'entraînement-là. C'est assez extraordinaire comme endroit. Puis également aussi, nécessairement, puis moi, ce que je trouve brillant là-dedans, c'est que les gens vont être assez en forme et mais également aussi assez motivés et assez formés pour pouvoir qu'on puisse vivre en toute sécurité pour Baie-Saint-Paul et les environs. Aussi, c'est que là-dessus, je me suis laissé dire que les pompiers là, du calendrier pompier 2019, ils étaient venus s'entraîner là, puis ça a donné des beaux résultats. Mais ça, je n'ai pas vérifié. Comme pour l'herbe à poux, là, quand ça va se fumer, là, je vais vous le dire, il n'y en aura peut-être plus. C'est beau comme ça. Merci, M. le maire. Merci, M. Boilly. Et là, non, mais ça monte là, c'est parce que là, il y a Mme Lamy qui n'a pas parlé encore. Je vais lui donner la chance à son tour. Merci, messieurs. Merci. Bon, merci, M. le maire. Je ne vous parlerai pas de la maison mère, sauf, parce que je pense qu'il en était abondamment question, mais sauf pour dire ceci. C'est que je souhaite aussi, dans les investissements, je souhaite que dans les investissements que nous ayons, il y ait aussi des investissements publics, comme Investissement Québec et comme d'autres, comme on a fait pour le Club Med. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Je vais aussi, dans un autre ordre d'idée, tout à fait, je déplore que ce soir, on n'ait pas eu à voter un règlement sur le cannabis qui sera d'ici peu de temps officiellement légal.
il y a M. Fizette qui avait déjà présenté une proposition il y a presque 1 an maintenant, et je regrette que le Conseil n'ait pas mené ça à bien. Non pas que je sois d'accord avec tout ce qui se fait là, au Québec, l'interdiction totale, etc., parce qu'il faudrait peut-être se comprendre là-dedans et comprendre que le cannabis étant légal, on ne peut pas l'interdire partout. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais je regrette simplement qu'on n'ait pas voté un règlement. Aussi, vous avez été, je sais qu'en fin de semaine, il y a eu la grande réunion du GIEC, qui est le groupe international qui nous a présenté le portrait de notre planète. Le portrait de notre planète, là, ça nous touche, nous autres, à Baie-Saint-Paul. Parce que notre planète, on vit sur cette planète-là. Et vous avez vu que le GIEC annonce si on poursuit la montée des gaz à effet de serre, que bientôt, et on a été témoins cet été, hein, on a été témoins des chaleurs intenses, tous les phénomènes intenses. Il y a un ouragan actuellement qui débarque sur la Floride à une vitesse incroyable, etc. Et qu'est-ce qu'on a à faire, nous, à Baie-Saint-Paul, pour les gaz à effet de serre? Parce que bien sûr, les gouvernements ont à réduire, est-ce qu'on doit continuer à exploiter les sables bitumineux? Mais ça, c'est pas grave, c'est loin, c'est en Alberta. Mais nous autres, est-ce qu'on a des choses à faire, nous, à Baie-Saint-Paul, ici? Oui. Moi, je pense que oui. Parce que la municipalité a un programme pour les gaz à effet de serre, un plan. Mais chaque individu, voyez-vous, par exemple, ici à Baie-Saint-Paul, on note une chose assez formidable, c'est qu'on a tous des voitures, c'est normal, hein, c'est dans un territoire qui est assez grand, puis le transport en commun, bon, ça n'existe pas ou presque pas. On peut travailler là-dessus. Mais moi, je note qu'on a des habitudes culturelles, je dirais, par rapport à l'utilisation de la voiture qui sont un peu bizarres. Parce que les gens, il y a certaines personnes, là, s'ils pouvaient rentrer dans l'épicerie avec leur auto, ils le feraient. Alors, dans l'utilisation de la voiture est à essence, donc elle émet du carbone. Alors moi, je pense que la Ville, d'une part, a une responsabilité pour se pencher sur la quantité de voitures qui entrent dans le centre-ville et qui créent ces émanations de gaz de carbone, et aussi que nous, chaque individu, on a à s'interroger sur notre utilisation de la voiture. Est-ce qu'on peut faire davantage de covoiturage? Est-ce qu'on peut, au lieu de faire 10 visites à l'épicerie, on peut en faire juste une? Etc., etc. On y reviendra. Je veux juste vous signaler que cet été, la MRC avait engagé une brigade verte. Puis le rapport, je n'entrerai pas dans les détails ce soir, mais disons que le rapport est plus ou moins satisfaisant. C'est-à-dire que la brigade verte, c'était un étudiant stagiaire de l'Université de Sherbrooke, un étudiant en environnement, qui a fait le tour des poubelles et qui a établi un constat. Et un constat, c'est brièvement juste une note, que la moitié des gens trient très mal leur matériel. Je parle de Baie-Saint-Paul uniquement, parce qu'il l'a fait pour toute la MRC. Puis que 60% des gens possèdent des bacs, mais par contre, dans les grandes épiceries, il y a le Super C et Maxi qui vient de s'y mettre, qui ont des bacs bruns. Alors, il y a des efforts à faire collectivement et individuellement. De toute façon, j'imagine que ce rapport-là sera rendu public. On le mettra, on l'affichera quelque part pour que vous puissiez le regarder. Ça va être important. Je voudrais terminer. M. Pilote a mentionné l'activité de cuisine, cinéma, cuisine et confidence qui va avoir lieu le 1er, 2 et 3 novembre. C'est-à-dire le 2, 3, 4, pardon. Et je vous invite à y aller parce qu'il y a des films fort intéressants. C'est sûr que c'est une deuxième année d'activité. Il y a des films qui sont à 7 $ chacun et qu'on pourra voir à la Maison Mère, notamment, je pense surtout là. Et qu'il y a une programmation intéressante. Par exemple, il y aura le 4 novembre, Le Plancher des Vaches, qui est un film d'Anaïs Barbeau-Lavalette et de son conjoint, Émile Proulx-Cloutier, qui est un film fort intéressant. Il y a aussi une belle activité à la Chapelle, le dimanche matin, le 4 novembre, une pièce de théâtre suivie d'un brunch. Alors ça, c'est plus cher, mais les films, c'est 7 $. Et pour tout, puis parmi ceux-là, pour mes collègues du Conseil qui sont certainement intéressés à la chose, je les invite à aller voir un classique du cinéma qui aura lieu vendredi soir en soirée et qui s'intitule « L'aile ou la cuisse ».
ça va être tout à fait dans la culture de ce qu'on a vécu cet automne, qui met en vedette Louis de Funès. Alors, sur ce, une bonne pinte de rire, ça fait du bien aussi après tout ce qu'on a entendu ce soir. Et je pensais que ce serait le grand restaurant avec Louis de Funès, mais non, c'est pas lui. OK. C'est-tu vraiment Louis de Funès? Je suis même pas sûr. OK, oui. Pas longtemps, juste pour rajouter à M. Boily et à Mme Lamy. D'abord, Mme Lamy. Je trouve ça très, très intéressant ce que vous venez de parler concernant là, les actes ordinaires de la vie que nous devons commettre pour éviter de continuer à polluer. On doit changer nos comportements par rapport à ça. J'en ai déjà parlé, puis je pense que c'est important de le rappeler. Pour M. Boily, les plantes indésirables, je ne sais pas si j'ai pas trop entendu si vous n'avez fait allusion, mais la permanence travaille présentement pour obtenir des subsides là, de la gouverne provinciale pour contrer ces... parce qu'il existe des programmes, évidemment, pour contrer les indésirables. Merci. Oui, juste en terminant, pour vous dire que le 31 octobre prochain, le mercredi, c'est la fête de l'Halloween à Baie-Saint-Paul. La fête, dans les dernières années, l'accent avait été surtout mis sur le quartier Transim. Maintenant, cette année, on revient comme à l'ancienne formule, là, on invite tous les quartiers à participer. La circulation automobile ne sera plus fermée dans le quartier Transim. Là. On invite toujours à la prudence et les différents intervenants du secteur d'urgence, que ce soit les paramédics de la CETAC, les policiers de la Sûreté du Québec et les pompiers du service incendie vont toujours être là pour assurer la sécurité. Là. Mais l'accent n'est plus mis vraiment sur un quartier, là, pour surtout la raison qu'il y avait des gens de tout le Grand Charlevoix qui venaient fêter dans le Transim et ça occasionnait des coûts qui étaient importants pour les familles qui habitent là. Donc, on invite tous les quartiers à décorer et s'approprier la fête de l'Halloween. Aussi, qu'est-ce qu'on a comme demande spéciale aussi, c'est que de commencer la fête un petit peu plus tard. Ce qui était déplorable des fois, c'est qu'il y avait des parents qui allaient chercher leurs enfants à l'école primaire autour de 15h30 et par la suite qui commençaient déjà à célébrer la fête. Mais les jeunes ne sont pas tous arrivés à la maison et vous comprendrez que c'est important de laisser le temps aux parents de préparer leurs enfants, de souper un petit peu et de se préparer eux-mêmes. Et c'est sûr que lorsque ça cogne à la porte et que tu arrives à la maison, c'est un petit peu difficile. Fait qu'en résumé, on demande aux gens de commencer à passer aux portes 17h30, 17h45. Par la suite, tous les quartiers sont invités à participer, là, comme ça c'est toujours fait à Baie-Saint-Paul. Merci. Merci, M. Pilote. Effectivement, c'est des commentaires importants. Simplement pour Mme Lamy, effectivement, l'aile ou la cuisse, c'est Louis de Funès et Coluche. C'est intéressant. Ouais. Sur ce, oui. Sur ce, question du public. Le public qui nous a quittés. Le peu de public que nous avions n'a pas passé à travers. Donc, je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. Merci et bonne fin de soirée à ceux qui nous écoutent par contre. Merci.